Eh bien, nous voici devant l'IMA, l'Institut du monde arabe, et nous allons entrer, retrouver Elias Sambar, qui est le délégué de la Palestine à l'UNESCO, et qui va nous parler de cette exposition qui est en plein accrochage. Il va nous en parler avec d'autres personnes. C'est une surprise. Suivez-nous. Nous voici donc dans les sous-sols de l'IMA, l'Institut du monde arabe, dans une très belle salle d'exposition où pour la 4e fois est exposée la préfiguration, ou quelques œuvres plutôt préfigurant le futur musée des beaux-arts ou des arts de la Palestine. Nous avons ici avec Elias Sambar l'architrave, la poutre maîtresse. Nous avons avec Ernest Pignon-Ernest le parrain au sens le plus doux et le plus pacifique du terme. Et nous avons, avec Laurent Godet, le commissaire peut-être, le commissaire invité de cette année. Effectivement, parrain, commissaire, tout ça, en ces temps régressifs peut sonner faux, mais avec vous, on est sûr que c'est ce qu'il y a de plus lumineux, on l'espère, dans l'exposition. Et donc, 4e fois, Mediapart, sur une idée que vous avez eue, Elias Sambar, a décidé de feuilletoniser. Et donc, à chaque exposition, nous vous accompagnons lors de l'accrochage. Et ensuite, nous vous accompagnerons quand la Providence le voudra, quand le musée sera installé dans la capitale de la Palestine. Et voilà, et nous avons Ernest Pignon-Ernest qui vient de vendre la mèche, car c'est un peu son tropisme, et il a prononcé le mot qu'Elias Sambar laisse entendre, sans forcément le prononcer toujours. La capitale, moi, ce ça sera... m'est plus facile. Moi, la future capitale de l'État palestinien, Jérusalem. Très bien. Donc on entend déjà des gens qui disent couper, ben c'est à ce moment-là que nous allons continuer. J'ajoute une chose, c'est un défi, n'est-ce pas, ce projet. Il est basé sur une série de dons solidaires par des artistes. Je voudrais juste préciser que les artistes sont solidaires et font leurs dons parce qu'ils savent que le musée sera à Jérusalem-Est, dans la capitale. Donc il n'y a pas de doute sur la destination, il n'y aura pas d'autre destination. Voilà, parfois je le dis, parfois je ne le dis pas, mais c'est clair. En tout cas pour les artistes, c'est très très clair. Bon, eh ben, écoutez, je vous propose de trouver, sinon le plus court chemin vers Jérusalem-Est, en tout cas de voir un peu en quoi consiste. Oui. Là, bon, le mur n'est pas encore monté. Il va y avoir une photo de Martine Franck que vous avez sur l'affiche à l'entrée du bâtiment. On l'a choisie d'une part parce qu'elle est très belle. On l'a choisie également parce qu'elle dit un peu le thème que Laurent nous a proposé. Le thème est quelles sont les couleurs du monde chez les Palestiniens. Donc ce ne sont pas les couleurs de la Palestine, mais c'est le monde en Palestine. Et nous avons trouvé que cette image, surtout en ces temps extrêmement douteux et risqués, cette image de deux fillettes qui sautent d'un mur est absolument adéquate pour dire un peu dans quel état d'esprit nous sommes et combien, malgré le paysage quand même assez sombre, nous n'avons pas sombré. Il faut faire un mauvais jeu de mots. Voilà. Mais alors pour incarner le sens commun, je poserais quand même la question ridicule mais qui s'impose. Pourquoi une photo en noir et blanc pour évoquer la couleur ? Parce que cette photo n'est pas là pour illustrer de façon absolument littérale le terme de la couleur. Vous avez vu que tout le texte est en multicouleur sur l'affiche. Cette photo, je pense qu'elle est en noir et blanc, mais qu'elle est pleine de couleurs par la vitalité de ces deux fillettes. Je crois qu'elle est coloriée, la photo, elle est pleine de couleurs. Et Laurent Godet, on pourrait peut-être en avançant vous interroger sur ce thème que vous avez choisi. Comment ça s'est passé? C'était en discutant avec Elias Sambar, la délégation de la Palestine, ou est-ce qu'on vous a donné carte blanche, vous vous êtes enfermé Non, mais on a beaucoup discuté avec Elias, et c'est vrai que cette idée, moi je la trouvais très belle, d'inverser un petit peu le regard, c'est-à-dire qu'au fond, on a spontanément tendance peut-être à imaginer des choses dures, sombres, violentes, c'est une réalité, bien sûr qu'il ne s'agit pas de nier, mais
mais peut-être une part importante du combat consiste aussi à ne pas se priver du reste, c'est-à-dire d'objets d'art qui ne sont pas forcément directement liés d'ailleurs à la question palestinienne, on va le voir là dans l'exposition, mais auxquels les Palestiniens ont droit aussi. Cet appel de l'art, il n'y a aucune raison de s'en priver, et c'était un peu dans cette option-là que le mot couleur s'est imposé. On peut aussi inviter, les Palestiniens peuvent inviter les couleurs du monde chez eux, les couleurs du monde peuvent s'offrir aux Palestiniens, pour justement sortir aussi de cet étau du gris de la violence. C'était un peu, je crois, l'esprit de l'exposition, c'est que ça va être flamboyant, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'être, en fait. Vous êtes le seul parmi nous à être né, parmi nous 4 en tout cas, à être né après la guerre des 6 jours, après 1967. Vous connaissez la Palestine? J'ai eu la chance d'y aller il y a très longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai pu passer à Ramallah, mais assez brièvement. Et je n'ai pas pu retourner depuis, ouais, je ne connais pas très bien. Mais... Parce que ce qui est intéressant, c'est comment, dans cette exposition, on va le voir, parfois on joue sur l'imaginaire pour ne pas être dans l'illustration littérale, justement. Mais il y a une chose très très forte qui est quasiment territoriale. La Palestine est une caisse de résonance, même quand vous n'y êtes pas physiquement. Elle est une caisse de résonance et c'est pour ça que ce conflit ne peut pas être contourné. C'est un petit peuple, une toute petite surface, et personne n'arrive à nous sortir de scène, parce que nous sommes une caisse de résonance du monde. Le nombre d'éléments cruciaux pour l'humanité qui résonnent en Palestine, il n'y a aucun autre lieu au monde où il y a cette résonance-là. Nous sommes une caisse de résonance, alors que tout le monde pense que nous sommes un abcès de fixation. Nous ne sommes pas un abcès de fixation, nous sommes une caisse de résonance. Donc, c'est vrai que quand on y va, ça change tout. Parce que c'est une réalité Ernest a vécu un moment, tout un travail sur Darwish. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le fait de voir, vous ne revenez jamais indemne. Jamais. Parce que c'est un conflit visible. Par contre, le fait que ça résonne, c'est incontrôlable. Donc nous sommes aussi dans des sortes de résonance avec la Palestine qui fait que beaucoup de personnes qui ont été ou qui n'ont pas été peuvent raisonner avec cette réalité-là. C'est une caisse. Je voudrais demander quand même à Ernest, Pignon-Ernest, approchez-vous un peu, comment la Palestine résonne en vous, vous qui êtes l'homme de l'économie du regard. Non, si vous dites l'économie du regard, j'essaie au contraire d'enrichir les choses. Et jamais j'ai senti une terre aussi chargée, aussi riche que là-bas. Vraiment. Il y a un rapport au temps. On sent qu'il y a des choses des origines, quoi. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, comme méditerranéen. C'est un peu comme si j'allais à l'origine de ma culture, là-bas. Je l'ai senti très, très fort en étant là-bas. Et comme le dit Eliade, physiquement, comme ça, dans le paysage du lieu, mais aussi dans la relation les gens. Il y a quelque chose d'incroyablement, je trouve peut-être pas le mot, apaisé. C'est-à-dire que les gens ont une espèce de sérénité, de gentillesse au quotidien que j'ai senti très très fort. Moi, je bouillais de colère là-bas parce que c'est insupportable. Passer le checkpoint et tout ça, pour nous, c'est insupportable. Et je crois que les Israéliens ont une grande chance d'avoir un peuple qui a une immense culture, une sérénité, une philosophie, parce que pour vivre, pas accepter, pour vivre avec ça, oui, une charge humaine qu'on sent partout. Là, nous sommes dans un petit espace d'hommage, un artiste qu'il a très bien connu et qui était un grand ami à lui, auquel on veut rendre hommage. Qui vient de disparaître, hein, Velikovic. Il a actuellement une très grande exposition à Landerneau, dans le musée, le centre culturel Leclerc. Voilà. Et c'est un des tout premiers qui nous a offert une œuvre importante. D'ailleurs, précédemment, vous nous aviez filmé, on était en train de l'accrocher, je me souviens. Voilà. Et c'est un peintre d'une sensibilité, enfin, écorché. C'est-à-dire que il était yougoslave, il est resté toujours yougoslave en fait. Dans son atelier, il avait toujours le drapeau de la Yougoslavie. Il a été déchiré par le déchirement, par le démembrement de son pays, et son œuvre était marquée par ça en permanence.
il a porté ça toute sa vie, quoi. C'était un homme écorché. Mais il y a un avant et un après 91, la guerre en ex-Yougoslavie dans son œuvre? Je crains que non. Je crois qu'il était déjà marqué par le souvenir de l'occupation allemande, le maquis. Il y a ça tout le long de son œuvre. Je ne crois pas qu'il y ait... Non, vous posez la question, c'est vrai. Non, il y a... Mais tu te souviens... Même quelquefois, je le regrettais un peu parce que je pense que c'était un très très grand peintre, mais il n'arrivait pas à sortir de ça. Des fois, c'est vraiment pas une critique, hein, parce que c'est un type que j'aime bien beaucoup. Des fois, je me disais, mais c'est dommage, tu pourrais sortir de ça. Ça devient redondant, les mains liées, les têtes coupées, les reins et tout ça. Il avait un potentiel dans sa qualité de peintre, mais il était comment, je ne trouve pas le mot, complètement bloqué par ça. Confiné, c'est un mot d'aujourd'hui. Dès qu'il était sur la toile, c'est ce qui... Mais qu'est-ce qu'il vous répondait quand vous disiez c'est presque redondant? Il disait la violence, le réel est redondant? Oui, je crois presque qu'il aurait dit c'est pas moi qui suis violent, c'est la réalité qu'on m'a offerte, quoi. Vous voyez, je crois que ça l'agaçait un peu. Parce que je pensais que quelquefois, je regrettais pour lui qu'il soit confiné là-dedans. Vraiment, son atelier, c'était terrible, quoi. Rentrer dans son atelier, c'était terrible, de force, de violence. Il avait un potentiel d'expressivité, de très, très grand peintre, quoi. Et quelquefois, c'était pour lui, par amitié, que j'aurais eu envie qu'il puisse respirer, quoi. Non, c'était terrible. C'est un peintre très dense. Et vous, tout à l'heure, vous avez dit, en tant que Méditerranéen, oui. Vous êtes de Nice? C'est vrai que je me suis senti chez moi en Palestine. Vous voyez, moi, je me sens de la Méditerranée, effectivement. Voilà. Et cette photographie d'Alexis Cordès? Là moi, j'admire beaucoup son travail, parce qu'il arrive à sortir de la photo. Je veux dire, souvent, la photo, c'est un cliché, c'est une chose rapide, anecdotique. Et lui arrive à habiter le lieu. Vous savez, il inscrit le temps. C'est le même lieu qui est photographié, hein, à plusieurs moments de la journée. Et il inscrit l'histoire humaine dedans, quoi. Vous voyez, c'est plus anecdotique. Vous voyez, en fait, c'est plusieurs photos du même lieu. Comme si... Ouais, c'est ça, c'est l'histoire, quoi. Non seulement il travaille l'espace, mais il travaille le temps aussi, quoi. Ça. Et la présence et la vie. Et la vie est Ramallah, quoi. C'est pas une anecdote, c'est pas un cliché, quoi. Vous voyez, je sais mal expliquer ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail où s'imprime la vie de Ramallah. La vie, malgré tout. Vous voyez, des choses, des gens qui viennent avec des gens plus âgés, tout ça. Il y a une affirmation de la vie. Voilà. Et c'est pas toujours dans la photo, des choses comme ça. Et c'est très curieux parce qu'il y a effectivement le fameux vers de Verlaine, la vie est là, simple et tranquille. On a parlé de simplicité. Et en même temps, il y a une tension. On la sent, cette tension. Ouais. Je vous disais, cette présence humaine qu'on sent, moi, je trouve, il a très bien traduit ce sentiment qu'on a dans les rues de Ramallah, je trouve. Et une photo prise comme ça n'aurait pas donné ça. Ce travail qu'il fait sur le temps est d'une grande richesse, quoi. J'ai une grande admiration pour ça. Et puis, sans vouloir vous transformer en professeur d'histoire de l'art, il y a une composition incroyablement classique. Effet, c'est vrai qu'il faut le dire aussi, que c'est un travail, c'est pictural, quoi. C'est vraiment... Où on a cette, non pas cette Vierge à l'enfant, mais cette mère de famille au centre, une pyramide quasiment, comme dans toute composition classique. Et puis, c'est une notion de temps avec des gens d'âge différents, avec l'affirmation de la vie, vraiment la vie. Et puis, cette impression, souvent la jeunesse aujourd'hui dit j'imprime pas, mais là, ça imprime. Tout à fait, oui, il n'y a pas ce qu'il y a des fois d'anecdotique dans les photos. Il y a et du coup, c'est la puissance d'une peinture, quoi, d'une chose qui est habitée, qui est chargée. C'est une composition.
Oui, complètement. Mais c'est ce qu'il fait, hein. Je veux dire, parce qu'il a une multitude de clichés. Alors techniquement, je ne sais pas comment il fait, parce que je ne connais pas la technique, mais on sent ça, vraiment. Et ça, c'est une présence. C'est une œuvre qu'a donnée Alexis Cordès cette année ou il y a très longtemps? Non, il est depuis le début. Lui. Oui, c'est depuis le début. C'est un des premiers que nous avons sollicité. Absolument. Nous avons sollicité. Lui, Gilles Delmas, et le don Martine Franck et Cartier-Bresson. Ouais. C'est les 4 premières pièces. C'est comme je vous disais pour la peinture, pour la photo, c'est du même ordre, quoi. On a des photos de Cartier-Bresson, de Doisneau, vous voyez, et des photographes très jeunes et très contemporains, comme Nicolas Guibert, voilà. Marc Trivier, qui est un magnifique photographe belge. D'ailleurs, on va exposer les portraits de Derwish, Genet et Goïti Solo, fait par Marc. Et il faut préciser que toutes ces réserves du musée en formation sont abritées par l'IMA. Elles sont abritées et l'IMA est partenaire. Et là, il faut, encore une fois, je le fais à chaque fois, mais je pense que c'est quand même très important à dire, Jacques Lang s'est complètement engagé dès la première entrevue. Quand je suis venu lui exposer le projet, il m'a dit, on fait une convention. Donc ils sont partenaires et j'espère qu'un jour, quand nous ferons le beau voyage, les représentants, donc la France comme partenaire, sera avec nous. Parce que c'est les seuls qui ont marché dès le début. Et surtout, c'est lui le seul qui tout de suite m'a dit, on a signé la convention en vitesse record. Et comme je vous l'ai déjà dit, peut-être Antoine, je ne pouvais plus accéder à mon bureau, moi au départ, je ne savais plus où les mettre. En plus, il fallait qu'elles soient gardées dans des conditions quand même de conservation et de préservation. On a tout le travail technique, les fiches sont faites, toutes les œuvres sont photographiées, et tout ça grâce au département musée de l'Institut du monde arabe et à son directeur, à Éric Delpont. Donc nous avons constitué une équipe extrêmement sympathique et disponible tout le temps. Là, par exemple, on est en train de monter, les pièces sont dans les réserves. Il n'y a même pas du transport à faire, à monter, à descendre. Et nous savons qu'elles sont très, très bien gardées et assurées. Ça, c'est une chose très importante parce que les artistes, on est très sollicités. Presque tous les 15 jours, il y a une association qui nous demande. Et beaucoup d'artistes ont des réserves parce qu'ils craignent que les œuvres soient maltraitées, disparaissent et tout ça. Et les garantir de cette qualité de conservation, ça a été important. C'est pour ça que ça permet d'appeler ou Velikovic ou Boltanski, vous voyez, parce qu'on sait que ça fout pas le camp comme ça arrive quelquefois. Ce qui est extraordinaire, et là je vous prends un témoin, c'est la poésie que j'ai toujours sentie chez Ernest Pignon-Ernest et qui dit là, les artistes ont des réserves. Mais c'était au sens... Non, parce qu'il nous est tous arrivé de donner des œuvres pour des trucs de solidarité et de savoir qu'elles partent n'importe comment, qu'elles sont vendues n'importe comment, qu'on les retrouve sur le marché, vous voyez. Bien sûr. Et donc, moi, je participe à beaucoup d'initiatives comme ça. Et donc, j'avais insisté dès le début, il fallait que nous ayons un musée ou quelque chose qui... Et c'est ça moi, je trouve que c'est ça qui est magnifique dans le projet, c'est que c'est bien sûr un acte pour les artistes de solidarité, évident, mais ce qui est très beau, c'est que c'est un rendez-vous, en fait. C'est un rendez-vous avec ce voyage, et donc tout est fait pour qu'on prépare ce rendez-vous à venir, donc avec sérieux, comme tu l'as dit, Elias, et ça donne, je trouve, au geste de solidarité une plus grande épaisseur. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, j'imagine, moi je suis pas un des artistes qui a donné, mais c'est pas uniquement donner une de ses œuvres pour dire voilà, je soutiens le peuple palestinien. C'est s'engager dans une espèce d'accompagnement en disant il y a un rendez-vous là-bas dans quelques années, et avec aussi le fait qu'à un moment donné ces œuvres seront là pour peupler un musée, ce que je trouve aussi, c'est pas uniquement faire un don. Alors Laurent Godet, vous avez voulu nous parler de ce tableau. De qui est-il? Il est de Brochant et je trouve que c'est un... Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je suis pas un spécialiste, donc je parle des œuvres avec ce que... Voilà, est-ce que là où ça me touche, je trouve que d'abord par sa dimension et par cette couleur rouge, il a quelque chose de monumental que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il cherche un impact
est un impact que je trouve, voilà, qui me parle. Et puis c'est le mystère de la composition que je trouve magnifique. Pourquoi est-ce qu'une composition tout d'un coup, dans un tableau comme ça, semble à la fois, comment dire, extrêmement posée, solide, forte, et en même temps contient une vibration qui est quelque chose, une tension, comme si ça bougeait quand même. Moi, je ne sais pas l'expliquer, mais je le constate. Je trouve que ce tableau contient ce mélange-là, à la fois d'une solidité de la construction, de l'équilibre, et en même temps avec notamment je sais pas, je vous le lis comme un éventuel pieu noir là planté dans ce rouge, cette espèce de noir qui vibre d'ailleurs comme un nuage ou une colonne. Il y a quelque chose d'un mouvement quand même, il y a quelque chose d'une violence et ce mélange-là me touche beaucoup. Et en quoi ce tableau s'inscrit-il dans l'économie générale que vous avez choisie Alors là, ce tableau, je trouve, on est en plein dans cette espèce de banquet des couleurs qu'on appelle. On a appelé ça couleur du monde, mais au fond, moi, j'aime bien cette idée du banquet. Je vois cette exposition un peu comme ça. C'est un banquet où chacun a amené une œuvre. Il y a une énorme diversité, on l'a dit. Et sur la question de la vibration des couleurs, on est dans quelque chose qui peut très bien nous télescoper dans deux univers très différents. Je trouve qu'il y a quelque chose qui annonce les couleurs du monde sont là. Elles s'invitent, elles impriment dans nos rétines toute leur force. Et puis il y a une autre chose que je trouve très, très belle et très mystérieuse au fond, à laquelle on se livre depuis quelques heures et depuis hier avec Ernest et Elias, et qui a à voir avec l'accrochage. Mais c'est très important finalement, c'est-à-dire que au-delà de la force individuelle de cette œuvre-là, c'est vrai que moi je suis toujours très surpris de voir qu'on a décidé ensemble de la mettre en regard avec l'œuvre de Garrigou et puis un peu plus loin ce tableau de Cristoforo, et pour moi ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? Je ne saurais pas le dire. J'avais découvert les œuvres d'abord sur des tirages papier et il ne me serait jamais venu à l'idée de les rapprocher l'une de l'autre. C'est quelque chose qu'on ne peut faire que quand on essaye, que quand on les amène les unes à côté des autres. Étrangement, je reprends ce que disait Ernest, je trouve qu'il y a quelque chose d'une Méditerranée là qui se dessine et qui moi me touche aussi parce que je ne suis pas comme Ernest, je ne suis pas de Nice, mais la Méditerranée est aussi mon espace mental, mon espace affectif. Et je trouve qu'on est à la fois là, sur ces deux tableaux, par exemple, dans cette espèce d'harmonie méditerranéenne d'une part, et de la violence de cette terre-là qui a toujours peuplé la Méditerranée. Et je trouve que ça vibre de manière très belle. J'aime beaucoup votre expression de banquet. On pourrait penser aussi à l'auberge espagnole, mais ça implique une interaction. Un banquet peut être magnifique quand les gens se parlent aussi, et pas uniquement d'une façon figée avec des toasts. Et on a l'impression que pour vous, comme des invités qui se mettraient à converser, les vibrations dont vous parlez, les pulsations communiquent. Oui, et puis dans le banquet, il ne faut pas le mettre à côté. Dans le banquet, il y a une notion extrêmement importante qui est celle du plaisir. Et je crois que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On invite aussi les gens à une sorte de fête de l'art aussi. Ernest a parlé quand même de tous ces artistes extrêmement importants d'aujourd'hui. On parlait de Boltanski, de Cueco. C'est une fête d'avoir la possibilité de voir leurs œuvres et que ces œuvres soient données. Donc ne boudons pas non plus notre plaisir. Le mot banquet le contient, ça. C'est-à-dire, c'est une réunion, mais c'est pas une réunion sinistre. C'est une réunion de partage et c'est effectivement où on va s'offrir un peu de plaisir, d'émotion, d'intensité en fait, je pense. Moi, ça pourrait résumer ce que je ressens en regardant l'œuvre de Brochant. C'est une forme énigmatique pour moi d'intensité. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que je suis incapable de décortiquer la grammaire d'une œuvre. C'est pas ma formation, mais j'en ressens beaucoup d'intensité. Et je pense qu'au fond, c'est une des choses que l'on attend des œuvres d'art, qu'elles nous attrapent, qu'elles nous arrêtent dans notre course personnelle, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on va mettre du temps à comprendre ce que ça nous dit, mais moi je peux rester, voilà, je sens que je suis arrêté par ce tableau. De 6 gravures, l'artiste est japonaise, et en fait c'est la moitié d'une œuvre qui est encore en cours, qu'elle n'a pas achevée, puisqu'elle comprendra 12 éléments qui seront les 12 mois de l'année. Donc là nous avons 6 mois sur 12.
je la trouve admirable de beauté et de pureté. Il y a une sorte d'épure dans le travail, bon, qui est bien sûr le cliché dès que l'on parle du Japon, mais je pense que c'est beaucoup plus qu'un cliché, ça reste pas un cliché, c'est autre chose. C'est comment arriver avec une plume, en gravant, là c'est une gravure, à dire voici l'essentiel. Et c'est magnifique parce que c'est en apparence très abstrait, mais il y a certains mois quand je les ai regardés, je me suis dit, mais bien sûr, c'est ce mois-là. Et il y a quelque chose de très très fort dans ce travail. Tu vois, une sorte de quintessence d'une inspiration. Je les trouve très très belles. J'espère qu'un jour on pourra avoir toute l'année et qu'elles seront dans une série. Mais par exemple, ces tableaux, ce sont les 6 premiers mois de l'année ou non, pas forcément? C'est ça qui est très beau. Elle ne travaille pas les mois dans l'ordre. Ce qui est plus rassurant, ça n'est pas juste l'idée d'une séquence. C'est à chaque fois son état à elle intérieur par rapport au mois dans lequel elle s'installe. Et je trouve cela est très très beau. Et le mois au cours duquel s'installe cette exposition, le mois de mars, nous y sommes, est-ce qu'il figure là? Il figure là, en plus, c'est le mois de naissance de notre grand poète, Darwish. Et alors, quel est le mois de mars dans ces... Ah, c'est extraordinaire. Ah oui, parce que justement, c'est celle que je trouvais la plus belle, et je me demandais si c'était dans l'ordre janvier, février, mars. Non, mais il se trouve que c'est celle-là. C'est celle-là. C'est incroyable. Non, mais ça, votre sentiment me confirme mon sentiment sur le fait que ce n'est pas de l'illustration abstraite. Et on pourrait terminer en disant haut et fort le nom de cette artiste japonaise. Oui, Noriko Fuyé. Noriko Fuyé. Voilà. Qui est née à peu près, ça vous le savez? Non, elle doit avoir la quarantaine. La quarantaine. Et elle vit au Japon? Elle a l'atelier à Paris. D'accord. Elle a l'atelier à Paris. Et c'est une des membres de mon équipe qui, lors d'une exposition, a vu ce travail, a été lui parler. Nous avons été, comme d'habitude, comme on le disait, on a été dans l'atelier, on a passé un bon moment, on a parlé. Et elles sont deux, d'ailleurs, il y a une artiste américaine là-bas qui partage le même atelier à Paris. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup. Merci de nous rendre visite tous les ans. Voilà.